sur cette pièce de théâtre qu'on aurait bien pu intituler La démocratie au royaume du dieu Paul Biya. Là, nous avons assisté au Parlement du rire. Oh là là. Oui. Merci, madame. Parce que c'était une terrible mise en scène. Mais c'est dangereux ce que vous dites, hein? On accepte ce qui a été dit parce que ce qui vient de la Bible, inspiré par Dieu Paul Biya, on ne discute pas, on vote. Ces gens ne servent que celui qui leur a donné la possibilité de continuer à siéger au Parlement, donc le président de la République. Pauvre Afrique, oh, pauvre Cameroun, en réalité, ce n'est que la même chose. Vous savez, il y a des séances parlementaires qui se souviennent d'elles-mêmes longtemps, très longtemps, après que les huissiers ont éteint les lumières. Celle du Congrès camerounais consacrant l'institution d'un vice-président nommé et non élu restera dans les annales. Non pas pour sa portée constitutionnelle qui reste à débattre, mais pour la qualité du spectacle involontaire qu'elle a offert. Le professeur Prosper Nkumvondo et Jeanne Abega, Marie-Jeanne Abega, ont eu cette lucidité rare, nommer ce qu'ils voyaient. L'un a dit: la démocratie au royaume du dieu Paul Biya. L'autre, plus laconique et non moins dévastateur: là, nous avons assisté au Parlement du rire. Plantons le décor, justement, puisque c'est le mot que choisit le prof Prosper Nkumvondo. Lui qui, quand il voit l'hémicycle, le palais devait baptiser Paul Biya, il imagine une salle immense, solennelle, une salle qui porte dans ses murs la prétention de la démocratie représentative, avec ses rangées de fauteuils capitonnés, ses pupitres sonores, ses drapeaux droits plantés dans le socle chromé. Le prof Nkumvondo voit au centre de ce décor non pas le portrait symbolique d'une constitution, ni les armoiries neutres de la nation, mais il voit le visage grand format du chef de l'exécutif que cette même assemblée est censée contrôler. Regardez aussi le décor dans cette salle de spectacle. C'est-à-dire on a transformé notre Parlement, la salle du Parlement, appelée de façon la plus ubuesque Palais Paul Biya. Ok, allons-y. Vous avez au centre du mur, dominant toute la salle, d'un Parlement, le chef du pouvoir exécutif. On nous dira oui, il y a sa place en sa qualité de chef de toutes les institutions. Mais ayons un peu de la réserve lorsqu'il s'agit de planter le décor dans un Parlement. Il est indécent que pour un pouvoir qui doit être un contrepoids au pouvoir exécutif, que l'image, la photo du chef de l'exécutif qu'on doit contrôler, même si c'est pour la forme, trône sur les têtes. Alfred Jarry n'aurait pas mieux arrangé la scène. Dans Ubu-Roi, cette pièce que l'on jouait à Paris en 1996 et qui fit scandale précisément parce qu'elle disait une vérité que les salons n'osaient pas prononcer. Le père Ubu ne prend pas le pouvoir en cachette, il le prend au grand jour devant tout le monde avec l'onction des uns et la résignation des autres. Ce qui rend Ubu insupportable n'est pas sa cruauté, c'est sa trivialité absolue, c'est son absence totale de gêne. La démocratie selon Ubu, c'est ce que je dis est la loi, parce que c'est moi qui le dis.
Kouvendo pousse la métaphore plus loin. Le texte voté ce jour-là, dit-il, n'aurait bien pu être tiré de l'évangile d'une Bible. On ne discute pas, on ne retranche pas, on ne change pas un mot. Tout au plus, je cite, l'assistant metteur en scène peut corriger quelques fautes d'orthographe pour donner l'impression, rien que l'impression, que la plume humaine a effleuré le texte. La distinction est essentielle. Dieu inspire, la créature exécute. Ici, c'est pareil, à ceci près que les créatures portent des écharpes vert, rouge et jaune et siègent sous les ors de Yaoundé. Pour cette pièce de théâtre qu'on aurait bien pu intituler La démocratie au royaume du Dieu Paul Biya. C'est pour moi en tout cas le titre qu'on aurait pu donner à cette pièce de théâtre. Et le texte qui se jouait de ce côté-là pourrait bien être tiré de l'évangile, d'une Bible écrite par des créatures de Paul Biya, traduction juridique, projet de loi. On ne s'y oppose pas. On accepte ce qui a été dit parce que ce qui vient de la Bible inspirée par Dieu Paul Biya, on ne discute pas, on vote, on n'enlève pas un seul mot, on ne change pas un seul mot. À la limite, l'assistant metteur en scène peut venir corriger quelques fautes d'orthographe, quelques fautes de grammaire, pour donner l'impression que on peut quand même corriger un texte qui venant tiré de l'évangile sorti de la Bible, qui n'est pas écrit par Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas écrit. Ce sont les créatures de Dieu qui écrivent la Bible de Dieu, inspirée donc de Dieu. C'est pour ça que sortons un peu de votre pièce de théâtre. Le président du parti Univers ne s'en tient pas au répertoire européen. Il convoque Aimé Césaire et sa tragédie du roi Christophe. Cette pièce de 1963 que les grands théâtres régionaux régulièrement, particulièrement, où l'ancien esclave Henri Christophe, devenu roi d'Haïti, finit par écraser de sa grandeur démesurée le peuple même qu'il prétendait libérer. C'est l'histoire d'un homme qui, ayant légitimement combattu pour la liberté, finit par en devenir le geôlier. Son drame n'est pas l'incompétence. Son drame ici est la conviction sincère d'avoir raison contre tous. J'ai découvert la tragédie du roi Christophe au lycée et cette œuvre m'a marqué durablement. À cette époque déjà, elle ne m'apparaissait pas seulement comme un texte au programme, mais comme une méditation forte sur le pouvoir, ses excès et ses contradictions. Relue aujourd'hui, elle conserve pour moi cette force particulière, celle d'un miroir tendu aux dirigeants comme au peuple, où l'idéal de libération peut, s'il se rigidifie, se transformer en son contraire. Je vous le recommande si vous aimez la lecture. Prosper Kouvendo paraphrase Césaire. Pauvre Afrique, oh pauvre Cameroun, en réalité, ce n'est que la même chose. La paraphrase est modeste dans sa forme, elle est terrible dans sa portée, car Césaire, lui, écrivait en exil depuis la Martinique française avec la douleur de quelqu'un qui regarde son continent se refermer sur lui-même après avoir cru un instant à l'ouverture. En reprenant ses cris à Yaoundé, en ce début du mois d'avril 2026, Prosper Kouvendo dit simplement que le temps n'a pas passé. Il dit que la tragédie n'a pas de date de péremption. Et pour finir, permettez-moi
d'appeler ici Aimé Césaire qui, à travers son personnage célèbre, le roi Christophe, qui a même existé, disait en s'exclamant « Pauvre Haïti », j'ai envie de dire « Pauvre Afrique ». D'ailleurs, c'est la même chose. Permettez-moi donc de dire, en paraphrasant cet illustre écrivain, « Pauvre Afrique, oh, pauvre Cameroun ». En réalité, ce n'est que la même chose. Il faut aussi penser à Eugène Ionesco, dont le théâtre est peuplé de personnages qui répètent des formules vides avec l'ardeur des convaincus. Dans Rhinocéros, paru en 1959, les hommes se transforment un à un en bêtes épaisses, non par coercition brutale, mais parce que la transformation semble logique, inévitable et surtout partagée. La salle du congrès camerounais, avec ses acclamations unanimes, suivies d'un vote qui dit autre chose, c'est cela, le rhinocéros en complet veston. Plantons le décor, oui, et pour dire que tout cela se fait à la barbe du peuple camerounais, qui malheureusement ne semble ne pas avoir pris conscience de ce que c'est son destin qui est en train de se jouer sous la forme d'une pièce de théâtre. Marie-Jeanne Abega, elle, n'a pas recours au classique. Elle n'en a pas besoin. Elle nomme directement. Là, nous avons assisté au Parlement du rire. Formule redoutable. Dans sa brièveté, Molière aurait apprécié. Car le rire, dans la grande tradition dramatique de Molière à Fédo, de Beaumarchais à Wole Soyinka, n'est jamais anodin. Le rire est une arme de précision. On rit de ce qui fait mal, à dire autrement. On rit de ce qu'on ne peut pas pleurer. Et on rit surtout de la contradiction flagrante entre ce que les institutions prétendent être et ce qu'elles font réellement. Là, nous avons assisté au Parlement du rire. Oh là là. Oui. Merci, madame. Parce que c'était une terrible mise en scène. Mais c'est dangereux ce que vous dites, hein? Et pourquoi? Que les députés de toute une nation, des sénateurs de toute une nation se rassemblent pour parler des choses sérieuses de la République et vous dites que c'est le Parlement du rire. Oui, c'est le Parlement du rire. Parlement du rire parce que si je parle des députés, ils sont encore là parce que c'est la force d'un décret qui les maintient encore au Parlement. Ils ont dit un problème de légitimité? Je parle de la force d'un décret. Si je reviens en arrière, je dirais que même dans les mairies, il y a encore des maires et des conseillers municipaux qui sont là par la force d'un décret. Parce que le peuple camerounais ne se reconnaît plus en ces gens. Voilà pourquoi je parle de problème de légitimité. Oui, on dit la même chose. Le peuple ne se reconnaît plus en ces gens. La militante de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Bloba Maïgari, l'UNDP, détaille la mécanique avec la rigueur d'une démonstration des députés maintenus en poste par décret, des mairies en attente de légitimité populaire et maintenant un vice-président nommé dont la Constitution précise-t-elle avec une ironie à peine voilée, ouvre la possibilité de nommer lui-même un autre vice-président. On risquerait de se retrouver avec beaucoup de vice-présidents, dit-elle. Ce n'est plus un État. C'est une poupée russe institutionnelle, une matrioshka constitutionnelle, où chaque personnage nommé cache un personnage nommé plus petit, jusqu'à ce qu'on arrive au noyau, le seul, l'unique, l'indéboulonnable.
On songe à Shakespeare, naturellement. Pas au Shakespeare des rois fous, bien qu'il y ait la matière à rapprochement. On songe à Falstaff du prince Hall, ce grand corps jovial que l'on entretient dans l'illusion d'être utile jusqu'au jour du vrai couronnement, où l'on dit, je cite, « Je ne vous connais pas, vieil homme ». Les vice-présidents de comédie ont souvent ce destin-là. Ces gens ne servent que celui qui leur a donné la possibilité de continuer à siéger au Parlement, donc le président de la République. Parce que je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je veux quand même dire que pour un sujet aussi sensible, aussi important, je pense qu'à un certain moment, il fallait quand même consulter le peuple par la voie d'un référendum. Je ne sais pas, ils vont peut-être nous expliquer. Oui, ils vont peut-être nous expliquer. Mais je crois que quand on instaure le poste de vice-président, ça touche un peu la forme de l'État. On n'avait pas le vice-président. Est-ce que c'est un changement de nom? Parce que maintenant on parle du secrétaire général à la présidence qui a la délégation du pouvoir, la délégation de signature. Et aujourd'hui, on nous parle d'un vice-président nommé et qui, à un certain moment, aura aussi les prérogatives de nommer un autre vice-président. C'est trop de pouvoir. Ce qui frappe à écouter ces deux voix, c'est qu'elles ne parlent pas d'un dysfonctionnement. Elles décrivent un système qui fonctionne parfaitement. Mais pour autre chose que ce qu'ils annoncent, les députés jouent leur rôle. Les sénateurs jouent le leur. La Constitution est respectée dans la lettre. Tout est en ordre. Le spectacle peut commencer. Marie-Jeanne Abega rappelle une chronologie simple et dévastatrice. En 1982, Paul Biya accède au pouvoir parce qu'il était le successeur constitutionnel préparé par Ahidjo pendant des années. La succession avait une logique, une continuité, une lisibilité. Pourquoi, demandait-elle? Pourquoi a-t-il fallu attendre 2026, soit 44 ans plus tard, soit au lendemain d'une élection présidentielle, pour instituer ce poste? Et surtout, pourquoi nommer plutôt qu'élire? Si le vice-président avait été proposé sur une liste lors du scrutin d'octobre 2025, dit-elle, ça ne ferait pas bavarder les Camerounais. On aurait eu un vice-président élu. Ça ne poserait aucun problème, conclut-elle. On l'écoute. Nous ne sommes plus en 82. En 82, le président de la République actuelle est venu au pouvoir parce qu'il était le successeur constitutionnel. Mais je pense que le président Ahidjo avait eu le temps de préparer ce successeur constitutionnel pendant plusieurs années. Donc, je ne sais pas comment est-ce que cela est né seulement en 2026, parce que nous sortons d'une élection présidentielle en 2025. Le président de la République aurait demandé à son Parlement, parce que c'est désormais son Parlement, de modifier la Constitution sans consulter le peuple, mais de lui donner la latitude de faire un scrutin de liste où il devait proposer son vice-président élu démocratiquement, que ça ne ferait pas bavarder les Camerounais. On aurait eu un vice-président élu en octobre 2025, que ça ne poserait aucun problème. La question n'est donc pas constitutionnelle. Elle est philosophique. Elle touche à ce que Jean-Jacques Rousseau, que les rédacteurs de constitutions africaines citent volontiers dans leur préambule, appelait la souveraineté populaire. Le peuple est souverain, disent les fondamentaux. Rappelle la cadre de l'UNDP, mais une souveraineté qui ne s'exerce pas est une souveraineté théorique, belle sur le papier, inoffensive dans les faits.
On est ici très près de Bertolt Brecht qui, dans la résistible ascension d'Arturo Ui en 1941, prenait soin de montrer comment les institutions ne sont jamais renversées par la force brute. Elles sont lentement vidées de leur contenu, repeintes en théâtre et présentées au public comme une preuve de normalité. Arturo Ui, c'est la banalité du pouvoir absolu habillé en démocratie de province. Les suffrages ne sont plus importants, qu'on peut désormais avoir un État de nommer, les conseillers municipaux et les maires nommés, les députés nommés, le président de la République nommé, et peut-être un jour les sénateurs nommés. Donc, ça veut dire que la démocratie a pris, la démocratie a pris un coup. La démocratie a pris un coup. On se fiche pas mal du peuple. Or, le peuple est souverain. Les fondamentaux disent que le peuple est souverain. Mais où est donc passée la souveraineté du peuple? Il y a un moment dans le récit de Marie-Jeanne Abega qui mérite d'être isolé comme une scène de théâtre à lui seul. Le sénateur Zengele prend la parole et suscite, dit-elle, des acclamations dans la salle. La caméra montre un élan, une ferveur, quelque chose qui ressemble à l'unanimité. Et puis vient le vote. Le vote dit autre chose. Et non, répétait-elle, comme si elle ne parvenait pas tout à fait à y croire elle-même. C'est la comédie dans toute sa splendeur. La main levée par conviction et la main baissée par instruction. Dans Le Malade imaginaire de Molière, un autre chef-d'œuvre que j'ai découvert et savouré au lycée. La cérémonie finale, cette parodie de réception à la faculté de médecine, fonctionne exactement sur ce principe. Tout le monde sait que c'est du simulacre. Tout le monde joue le jeu. Et le simulacre devient réalité parce qu'il est collectivement entretenu. Djuro et Argan devient médecin et le vice-président est institué. La mécanique est la même à 3 siècles d'intervalle. Et non, ces gens-là... Ça réconforte la thèse de la comédie. Oui, c'est la comédie. Ils n'ont plus de compte à rendre au peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais qui a rendez-vous avec les urnes tous les 5 ans pour voter, et les conseillers municipaux et les maires et les députés ne se reconnaissent plus en ces gens. Donc ils n'ont plus rien à dire au peuple. Le peuple, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple, ils ont le compte à rendre au président de la République qui les a nommés. Il serait facile et inexact de réduire ces 2 interventions à de la polémique partisane. Prosper Kouvondor et Marie-Jeanne Abega ne font pas de la politique politicienne. Ils font de la sémiologie. Ils lisent les signes. Ils décryptent le langage d'un pouvoir qui parle démocratiquement et qui agit monarchiquement. Ce que les classicistes appelaient la figure de l'antiphrase. Dit une chose pour en faire entendre une autre. Wole Soyinka, prix Nobel de littérature en 1986, qui a passé sa vie à décrire les apories du pouvoir postcolonial africain dans ses pièces Dirt on the King's Horseman. Congis Harvest aurait reconnu dans ce congrès la même tentation, celle d'un pouvoir qui se sacralise, qui transforme l'élection en notion divine et le mandat en divinité intransférable. Le titre que propose Kouvondor, je cite la démocratie au royaume du dieu Paul Biya, n'est pas une insulte. C'est un titre de pièce. Il a la précision d'un Soyinka et la noirceur d'un Césaire. Pour cette pièce de théâtre qu'on aurait bien pu intituler La démocratie au royaume du dieu Paul Biya. Le peuple
dans tout cela un spectateur, non pas passif. Marie-Jeanne Abega insiste lourdement sur sa non-reconnaissance de ses élus, mais un spectateur au sens scénique du terme. Il est dans la salle, il le regarde, il regarde, et les acteurs sur scène jouent pour quelqu'un d'autre. Cette distorsion entre scène et salle, entre acteurs et public, est précisément ce que le grand théâtre africain post-colonial a cherché à dénoncer depuis les indépendances. Sembène Ousmane l'a filmé, Birago Diop l'a raconté, Chikaya Tamzi l'a crié. Ils n'ont plus de compte à rendre au peuple camerounais. Les pièces de théâtre ont des fins. Le Parlement du Rire, lui, continue sa tournée. Le vice-président sera nommé. La Constitution aura été amendée. Les commentateurs rangent leur micro. Et dans les villes et villages du Cameroun, le peuple souverain, celui que les préambules honorent et que les décrets oublient, vague à ses occupations sans avoir été consulté. Ce n'est pas la fin d'une démocratie. C'est à s'en tenir aux mots de Marie-Jeanne Abega, un coup qu'elle a reçu. La démocratie encaisse beaucoup de coups avant de tomber. Parfois, elle se relève. Parfois, la troupe continue à jouer dans une salle vide, longtemps après que le public est parti. Pauvre Cameroun, ou pauvre Afrique, en réalité, c'est la même chose. Merci.